Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club de sport en France. Évidemment, vous en avez l'habitude, chaque semaine, on met à l'honneur une fédération d'un sport qui brille dans l'Hexagone. Et cette semaine, on va faire un petit peu de cardiaque, puisque c'est la Fédération française de squash qui nous fait l'amitié de sa présence sur ce plateau. Une discipline exigeante, mais ô combien spectaculaire. Nous parlerons de sa pratique en France avec notamment deux de ses étendards au haut niveau, Mélissa Alves, championne d'Europe par équipe, et Grégory Gauthier, ancien numéro 1 mondial. L'élite, seule vitrine pour le grand public, alors que les JO se refusent encore au squash. On évoquera les prochains défis fédéraux autour de cette table, avec notamment le président de cette fédération qui est avec nous, Jean-Denis Barbet. Bonjour Jean-Denis, comment allez-vous ? Bien, évidemment. Oui. Bon. Eh bien, merci en tout cas d'être venu ici sur notre plateau avec autour de vous du beau monde. Bruce Neuffer, votre directeur technique national. Bonjour Bruce. Bonjour. Ça va bien ? Je vais très bien. Le sourire en bandoulière également, ça fait plaisir. Elle aussi, elle ne la quitte pas, ce sourire. Mélissa Alves nous accompagne, championne d'Europe par équipe. Bonjour Mélissa, félicitations. Merci beaucoup. Les félicitations doivent maintenant durer depuis quelques temps. Non, mais ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, bien évidemment. Et donc, Grégory Gauthier, ancien numéro 1 mondial qui revient petit à petit de blessure, mais qui a quand même lui aussi le sourire. Bonjour Grégory. Toujours le sourire. Effectivement. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez le garder à l'occasion de cette demi-heure que l'on va passer ensemble pour évoquer votre discipline, le squash. Et sans plus tarder, on va évoquer votre sport par le prisme d'un de vos objets à la fois fétiches, mais surtout très utiles. Et l'objet du désir pour nous, les béotiens ou les joueurs du dimanche, c'est déjà le désir de le maîtriser, cet outil de travail qui est le vôtre, Mélissa. C'est une raquette que vous avez bien voulu nous amener aujourd'hui en plateau. C'est un peu le prolongement de vous-même. Combien d'heures par jour vous utilisez cette raquette ? Dites-moi, Mélissa. On essaie entre 3h30 et 4h à peu près par jour. On ne peut pas jouer au squash pour ma part, très très longtemps, parce que c'est très fatigant. Déjà, si on fait 4 heures de squash par jour, c'est déjà pas mal. Et alors, quelle relation vous avez avec cette raquette ? Je parlais d'outils de travail, j'imagine que ça vient bien au-delà de ça. Grégory, je m'adresse aussi à vous. Il y a un grip, un cordage, plein de choses à vérifier. On la chérit presque autant qu'un membre de sa famille. Bien sûr, c'est notre outil de travail. Après, tout dépend de ce qu'on aime. Par exemple, moi, j'aime bien avoir une raquette qui est à peu près équilibrée, avec pas trop de points en tête pour pouvoir fouetter les balles. Après, un grip, on joue dans des endroits où c'est assez humide, ou au Qatar où il y a beaucoup de clim. Donc, tout dépend du grip qu'on va mettre aussi et de la corde qu'on va utiliser en fonction de si le cordage se détend vite ou pas. Donc voilà, c'est un outil qu'il va falloir perfectionner à chaque fois et à chaque moment en fonction de l'endroit où on joue. Et est-ce qu'on reste fidèle à une raquette qu'on a eue très tôt ? Est-ce qu'on aime garder les mêmes sensations ? Alors j'imagine quand on change de partenaire, on change forcément peut-être de grammage, de poids. Elle pèse combien votre raquette en graphite, Mélissa ? Celle-ci, elle fait 135 grammes. Après, ça varie entre 120 et 150 pour la plupart. Je ne sais pas si on reste fidèle à une raquette. Après, ça dépend du sponsor. Moi, je sais que je reste fidèle à une forme. C'est la forme goutte d'eau. Il y a des raquettes qui ont un espace ici au milieu. Celle de Grégory en a un. Moi, je reste fidèle à la forme. Donc, peu importe les marques avec lesquelles j'ai joué. C'est une marque française, comme on a dit. Mais moi, je reste fidèle à cette forme, la forme goutte d'eau. Après, au niveau du grammage, en général aussi, on reste fidèle à une tension, à peu près la même. On adapte en fonction des raquettes, mais moi, je ne change pas trop la tension de mes cordes. Et puis, le grip, comme Grégory l'a dit, ça dépend des endroits où on joue. Alors justement, cette utilisation presque de staccanoviste de cette raquette au bout de votre bras n'a jamais occasionné de blessures de ce point de vue-là, de tennis elbow Personnellement, non, parce que ça fait 20 ans que je joue avec, comme Mélissa le dit, la même forme de raquette, à peu près le même poids, même équilibrage. J'ai jamais voulu changer pour pas me réadapter à une nouvelle raquette. Forcément, les marques, tous les 2 ans, changent un peu les coloris, changent des fois la forme, mais moi, je suis resté... j'ai demandé à mon sponsor de garder toujours la même forme pour
pas avoir à me réadapter. Donc, après, ça peut arriver, bien sûr, en fonction de si on change le cordage, si on change de raquette ou de marque, de choper des fois des petites inflammations. Ça fait partie du jeu, mais voilà, il faut faire du travail, on va dire, de prévention, beaucoup se stretcher aussi, beaucoup... comment dire être préparé physiquement. Être préparé, voilà, pour chaque entraînement, et ce qui permettra d'éviter les petits pépins. Préparé physiquement aussi parce que, je le disais en préambule de cette émission, vous avez une discipline extrêmement exigeante. On va faire une petite étude de cas. Votre dernier match, Grégory, l'an dernier, puisque vous êtes en cours de retour, l'an dernier, US Open, on va vous montrer dans quelques secondes, voilà, un point face à Farag, quart de finale de l'US Open l'an dernier. Point qui dure plus de 2 minutes, qu'on va accélérer les exigences de cette discipline. On rappelle, en 3 jeux gagnants, des matchs qui peuvent être extrêmement longs, matchs de 2 heures, vous en avez déjà disputé. C'est le sport le plus exigeant, selon vous, monsieur le DTN, Bruce peut-être? C'est sûr que c'est un sport qui est extrêmement exigeant. On a des athlètes qui sont de vrais sportifs très entraînés, qui s'astreignent à des rythmes d'entraînement très importants. Et donc, ouais, de ce point de vue-là, je partage assez ce que vous êtes en train de dire, oui. Peu de plage de récupération, qui plus est, hein, entre chaque jeu, c'est 2 minutes, c'est ça, Mélissa? C'est 2 minutes. Donc avec la nécessité d'être tout le temps en prise avec son rythme cardiaque. Je crois d'ailleurs que la réalisation ce jour-là, voilà, exactement, on a choisi le bon moment, 175 pulsations minutes. On serait tous à 220. Grégory, c'est parce que vous êtes un athlète de haut niveau. Justement, dans ce sport qui nécessite des qualités cardiaques, le commentaire qui va se finir en anglais mais en français dans le texte. Parfait. On a des échanges, voilà, qui sont très éprouvants. Là, voilà, mon cardio, j'arrive à monter à peu près à 175-180, mais mon max, c'est 186 par exemple. Donc le but, c'est qu'à l'entraînement, j'arrive à des fréquences assez hautes, proches de mon max, mais à tenir le plus longtemps possible. Et vu qu'on a des récup très courtes entre les échanges, on va avoir 10 secondes, il faut que j'arrive, par exemple, à l'entraînement, en 1 minute, à descendre les pulses le plus bas possible. Oui. Donc on arrive à mesurer ça. Quand je suis vraiment en forme, j'arrive à passer de 180 à 120 pulses. C'est là où on voit quand je suis en forme. C'est quand je suis en dessous de 40 pulses à la minute, on voit que je suis en méforme. Donc ça, c'est des mesures qui nous permettent d'identifier à quel stade j'en suis dans ma préparation. Et Mélissa, on a aussi des images de votre préparation du côté du Pôle France à Créteil, avec ce travail un petit peu étonnant de ghost là, où on vous voit faire un peu, on dit du shadow au tennis, mais en tout cas faire ces gestes à blanc, vous et vos coéquipières de l'équipe de France. Là, clairement, le travail de préparation. On a vu qu'on avait donc des moments où on était sur des efforts brefs, intenses, mais qu'il fallait essayer de reproduire sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures parfois. En termes de préparation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans l'ombre d'un match de squash? Il y a énormément de choses, mais j'ai envie de dire que le ghosting, comme ce qu'on est en train de voir là, je pense chaque joueur le fait à un moment dans sa préparation. C'est très étrange hein, quand on voit ça hein, et qu'on est un peu béotien. Ne pas passer par ça, c'est juste voilà, c'est reproduire les efforts, essayer de, comme Grégory l'a dit, de baisser les pulsations. Voilà, moi je monte très très haut, mon maximum c'est 218, donc voilà, le but c'est de redescendre. Environ 60 pulsations à la minute, c'est bien parce que ça veut dire qu'on récupère bien. Comme Grégory l'a dit, on a 5, 6, allez, 10 secondes maximum entre les échanges. Il faut vite redescendre en rythme cardiaque, sinon on surchauffe, un peu comme un moteur. Donc ouais, c'est ce genre d'effort qu'on peut faire du ghosting pendant 1 heure. C'est dur physiquement, mais surtout mentalement parce qu'on ne tape pas la balle pendant 1 heure. Donc, oui, exactement. On connaît plus ludique. Ouais. Plus dur, voilà. On connaît plus ludique, effectivement. On a vu la vitesse d'exécution est impressionnante. Votre déplacement également, la raquette et la balle. À quelle vitesse peut aller cette balle en sortie de raquette, en moyenne, cette balle en caoutchouc que vous avez tous les deux devant vous? C'est entre 270 et 280 km/h. Après, voilà, là, ce qu'il faut voir surtout, c'est que les balles, elles viennent ça vient de l'avant, même de l'arrière.
C'est pas comme au tennis où on est séparé par un filet et la prise d'info, elle est qu'en face. Donc il faut toujours être attentif de là où prendre l'information. Et en plus, on peut utiliser les murs latéraux pour jouer avec plusieurs angles, vu que la balle doit toujours atterrir sur le mur frontal. Donc c'est un peu plus complexe qu'une balle qui vient juste en face. Voilà, quoi. C'est ce qui fait la difficulté de ce sport. C'est un sport complexe, mais à la fois très ludique, quoi. Tout le monde peut aujourd'hui prendre une raquette et essayer et s'amuser, quoi. Complexe et ludique, on va voir si c'est aussi la gestion d'une fédération. Fédécodage, sans plus tarder. Jean-Denis, j'imagine que c'est quand même plus complexe que ludique de gérer une fédération comme le squash, surtout une fédération dont la santé est bonne, avec un nombre de licenciés qui va crescendo, près de 250 000 à l'heure actuelle. Tout va bien ? C'est 250 000 pratiquants. Pratiquants. Mais par contre, on est plus à 22 000, 25 000 licenciés. C'est évident que le nombre de licenciés, comme pour tous les sports, n'est pas représentatif de la pratique, mais on a une pratique qui se développe parce qu'on a évidemment un sport qui est très attachant, très facile de premier accès. Quand on le voit, là, toutes les écoles de jeunes qu'on essaye de développer dans tous les complexes et les structures de squash, on s'aperçoit que tout de suite les enfants s'amusent, parce qu'on a un rapport très facile à la balle et beaucoup moins, parfois, moins difficile d'accès que sur certains sports de raquettes. Bruce, on est conscient que l'élite et la vitrine qu'elle représente est un moteur au niveau on va dire de ce passage de la pratique, comme je l'ai maladroitement évoqué, au nombre de licenciés. C'est important d'avoir des fleurons qui vont bien. C'est très important. Disons que nous, on a une fédération, on a cette chance d'avoir vraiment des joueurs de très très bonne qualité. La France est toujours dans le top 3 mondial depuis de nombreuses années. Tout notre enjeu à la fédération, c'est de bâtir une politique de développement qui va pouvoir s'appuyer sur ces excellents résultats sportifs. Donc l'enjeu, c'est de les maintenir. On a des champions aujourd'hui autour de la table et c'est très bien. Et l'enjeu, c'est de pouvoir maintenir ces résultats avec les générations qui vont arriver. Donc effectivement, pour nous, c'est important de garder ces résultats-là, oui. Et du coup, ça implique quoi ? On sait que Grégory, à l'image de Thierry Lincou quelques années auparavant, était presque des défricheurs en ce qui concerne les institutions. Elles ont presque suivi cette importance qu'avait l'élite. Aujourd'hui, elle est au diapason. Les pôles France sont là. Ça pousse. Comment ça se passe, Bruce ? Chez les jeunes, on a de belles poussées. On a des jeunes qui ont de très bons résultats. On a notamment un vice-champion du monde junior qui fait ses études aux États-Unis. Médaille mondiale universitaire aussi en 2018. Voilà, c'est Victor Croin. Ouais. Je pense à Toufik Mekalfi, qui est vice-champion d'Europe aussi, qui s'entraîne au pôle. Et puis on a Edwin Klein, notamment, que vous avez reçu mardi dans Génération Jeune. Tout à fait. Et puis que les jeunes m'excusent, il y en a encore plein d'autres, je ne vais pas tous les citer. Mais aujourd'hui, on a cette politique de formation, direction des jeunes, pour atteindre les résultats qu'on peut avoir, qu'ont produit les modèles que nous avons aujourd'hui en plateau. Oui, la dernière en date, c'est Mélissa, avec ce titre de championne d'Europe par équipe. Nous avons eu quelques belles images là, à vous proposer, surtout que vous étiez évidemment celle qui a apporté ce point final, dominer les Anglaises à la maison. Une belle fierté, ça. C'est le plus beau jour, comme je dis à chaque fois, de ma carrière, qui est courte, mais... c'est sûr que c'était le titre qu'on voulait absolument avoir. Moi, j'ai essayé toute ma carrière junior de les battre. On n'y est jamais arrivé. Et puis là, voilà, ça s'est fait en Angleterre, effectivement. Et on voit que vous avez eu mal à réaliser, d'ailleurs. Hein. Franchement, je l'ai dit, je ne savais même pas vraiment ce que je faisais. J'étais complètement habitée. Et puis ça s'est fini. Je voulais juste entendre match France. Et quand j'ai entendu, je me suis dit, on a gagné. Mais c'était assez surréaliste. C'était le plus beau moment pour moi, en tout cas, en équipe de France et même de toute ma carrière squash pour l'instant. Apporter un point comme ça dans un sport individuel avec les copines qui sont de l'autre côté du verre, ça doit quand même être très très fort comme impact. Oui, c'est très fort. Bon, quand on gagne le dernier point, on a l'impression d'avoir fait gagner le match, mais je n'oublie pas que Camille Serme, qui est
la numéro 1 de l'équipe a gagné le premier match pour avoir le premier point. Et puis surtout, j'oublie pas que moi, j'ai perdu la veille quand même. Donc la numéro 1 et 2, la veille, avaient gagné pour qu'on soit en finale. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Après, oui, ça se finit là. Les belles images sont pour moi, effectivement. Mais c'est vraiment toute l'équipe qui a gagné. On l'a vraiment construit, on l'a fait ensemble, ce titre. Camille, ex-numéro 2, numéro 4 mondial. Ça pousse d'avoir comme ça une porte-drapeau, une fille qui devant vous, en termes d'implication. Oui, c'est important. Moi, j'ai que 25 ans. J'ai regardé jouer des joueurs comme Thierry Lincou. Après, j'ai regardé Greg, bien sûr. Et puis Camille, parce que c'est chez les filles. Bien sûr que ça aide. Et puis moi, je suis que la numéro 3. Il y a aussi Colline Omar qui est devant. Des filles que j'ai regardé jouer et dont je m'inspire pour ma carrière future. Mais bien sûr, sans des gens comme Greg ou comme Camille, je ne sais pas si on en serait là, ou en tout cas, ça aurait été beaucoup plus dur. Grégory, un regard sur la carrière de Mélissa qui aujourd'hui a son meilleur classement, il me semble, je parle sous votre contrôle, vous êtes 38e au classement mondial. Ça a aidé à franchir un cap, on dirait, ce titre européen. Non, mais c'est vrai, en plus, j'ai vu que cette année, elle a battu quelques joueuses dans le top 20. Très belle progression, elle s'entraîne au Pôle France, donc je pense qu'elle a beaucoup plus de rigueur par rapport à l'époque où elle était aux États-Unis. Elle a étudié pendant 4 ans à UPenn. Donc, non, je pense que maintenant, elle est vraiment dans un cadre très professionnel et je pense que ça lui a apporté beaucoup cette année. Et si elle reste disciplinée et qu'elle continue à travailler dur, elle y arrivera. C'est la clé du succès, en tout cas. Bon, le patron valide. Oui, non, c'est sûr. De toute façon, j'étais aux États-Unis, pas du tout dans le même esprit que quand on est au Pôle France, qu'on peut s'entraîner 2 fois par jour avec un entraîneur qui est là au quotidien, s'entraîner avec la numéro 3, 4 mondiale, ça dépend, ça varie. C'est sûr que là, c'est un autre type d'entraînement. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Grégory, quand est-ce qu'on vous revoit jouer ? Vous avez subi malheureusement une opération du genou, puis une autre. La convalescence se passe bien. Donnez-nous des bonnes nouvelles. On l'espère en tout cas. Là, je reprends l'entraînement sur le terrain après un an où c'était très difficile. Et j'espère reprendre peut-être avec l'équipe de France pour les championnats du monde en décembre. Ça va se passer à Washington. Et sinon, mon premier tournoi pro se déroulera, je pense, à New York en janvier. Janvier Donc, 2020. j'ai encore 3 mois pour me réaffûter et puis reprendre. Je repars de zéro, donc... Est-ce qu'à 36 ans, on peut évidemment donner votre âge, est-ce que c'est plus dur encore pour se fixer des objectifs? Vous avez tout gagné, hein. Vous avez été numéro 1 mondial pendant presque 2 ans, vous avez gagné 3 fois l'US, vous avez gagné 3 fois le British, Après, champion du monde évidemment. Je ne voulais pas m'arrêter de cette manière, c'était tellement brutal que j'ai été un peu sous le choc, donc ce n'était pas la manière dont je voulais en finir. J'avais comme objectif de jouer jusqu'à peut-être 39-40 ans et j'avais un objectif de rester dans le top 10 jusqu'à cet âge-là. Donc après, ce qui est arrivé est arrivé, malheureusement, mais je prends toujours du plaisir à m'entraîner dur, j'ai envie de jouer, donc tant que j'ai envie de jouer, je continuerai à faire ce que j'ai envie de faire. Personne ne me dira d'arrêter ou de continuer. C'est pour moi, c'est un challenge aussi. Donc dans la vie ou dans une carrière, on a des hauts, on a des bas, et puis il faut toujours se relever. Et puis comme je dis, c'est un challenge. On verra ce que ça va donner, mais je vais le faire à 100% comme j'ai mené ma carrière en tout cas. Donc vous courez juste après le plaisir en fait de jouer. Le plaisir, et généralement quand je prends du plaisir, c'est là où je suis performant. Donc je pense qu'il y en a, ils risquent de ne pas être trop contents de me revoir. C'est possible. On croirait entendre un certain Roger Federer. On fait un petit break, évidemment, dans Club Sport en France, et puis on se retrouve avec la Fédération française de squash. À tout de suite. CSEF, deuxième partie, la Fédération française de squash.
quelques-uns de ses plus grands membres éminents sont sur ce plateau. Avec eux, eh bien, on va pouvoir débattre des grands enjeux, des grands défis de cette fédération dans les prochaines semaines, les prochains mois, les années à venir. Les journées internationales du squash se sont bien passées, Président, à l'échelle de la France? Il y a eu des animations dans Ouais. les clubs qui ont été faites, bien sûr, pour essayer de vulgariser, médiatiser notre sport sur toute la pratique ludique et des joueurs, c'est-à-dire faire sortir un petit peu nos clubs, puisque nous, on a un inconvénient qui est celui qu'il faut amener les joueurs sur nos structures, et par rapport à d'autres sports où on peut aller jouer un petit peu partout à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est très important ces journées de pouvoir ouvrir tous nos clubs et demander à tous nos clubs de s'ouvrir à la pratique de notre sport. Alors, il y a un enjeu qui est certes fédéral par votre poids, mais qui est plutôt supranational. Y a-t-il une vie sans les JO, le seul sport de raquette, pas être présent aux Jeux Olympiques? Vous qui nous venez du karaté, Bruce, j'imagine que vous voyez, alors que le karaté sera sport additionnel à Tokyo, vous voyez... Il sort en 2024 aussi. Ouais, il sort en 2024. Pas de sanction pour moi. La difficulté d'en être. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Je m'adresse d'ailleurs à vous deux, clairement. Qu'est-ce qui fait que dans un sport créé par les anglo-saxons, qui est tellement télégénique, on l'a vu, on n'arrive pas à franchir ce cap? 190 pays membres. Alors, je pense qu'il y a deux choses. Historiquement, le squash français et international a toujours vécu, et bien vécu, sans l'olympisme. Mais évidemment qu'on aspire à l'olympisme, puisque c'est une vitrine extraordinaire dont on a besoin. Et puis c'est une reconnaissance, ça serait une reconnaissance pour nos champions, quand on voit qu'on a quand même les meilleurs joueurs du monde qui sont également français. Donc c'est là où on a eu une déception, évidemment. Et puis je pense qu'on n'a pas bénéficié du côté télévisuel du squash autrefois. Aujourd'hui, c'est plus vrai. On a un court vitré qui est extrêmement spectaculaire. On peut le mettre n'importe où. Là, actuellement, il va y avoir en D'ailleurs, décembre... vous aviez fait la promotion de ces cours pour 2024 qui soient mobiles. Et là, on a des images extraordinaires. Et nous, on a organisé 4 championnats du monde par équipe, de féminins, de masculins, qu'on a mis dans des gymnases à Nîmes. Et puis là, on vient d'avoir une superbe compétition à Nantes, qui, pour sa 4e édition, l'a mis dans le château des Ducs de Bretagne. On l'a mis dans un opéra en France. Donc on a cette capacité à faire quelque chose de très spectaculaire, comme on a vu des images où on a le cours de squash qui a été monté devant les pyramides, et il va y avoir à nouveau une compétition au mois de décembre, les championnats du monde, où ils ont remis le cours de squash devant les pyramides au Caire. Donc aujourd'hui, on a un sport qui peut être spectaculaire, et on n'a pas réussi à convaincre le COJO. Ça veut dire que malgré cette communication, cette image-là, il y a encore des clichés qui sont Exactement. qui perdurent. Il y a toujours des clichés, comme on a le cliché par exemple de la dangerosité du squash, alors que le squash on le joue avec du baby squash à partir de 4 ans. Moi j'ai plus de 60 ans et je continue à jouer au squash. Et on donne au championnat de France vétéran, on donne des médailles à des gens qui ont plus de 80 ans. Et au contraire, on muscle le cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est dangereux, on ne peut que en faire l'apologie en disant mais au contraire, faites-en. On en a une belle démonstration d'apologie là, avec les points qui sont absolument gigantesques qu'on est en train de voir. Clairement, l'idée, c'est de repartir d'un format qui a bien fonctionné pour le breakdance, de faire connaître, de communiquer. Je pense par exemple la participation au JO de la jeunesse. C'est une première étape, une première pierre dans cet édifice olympique. C'est une étape qui est importante et faite, comme le disait le président, aujourd'hui c'est vrai que le squash, il est prêt. Moi, il me semble prêt aujourd'hui. Alors, c'est pas passé cette fois. Évidemment, ça passera. Enfin, on va continuer à essayer d'y entrer parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Mais dans cet intervalle-là, le squash va continuer sa politique de développement à la fois pour le sport pour tous et à la fois en matière de haut niveau.
Grégory, c'est un sport qui est évidemment très structuré. Votre circuit à tous les deux, il est vraiment très, très cadré, avec des titres, une histoire. Ça manque, clairement. C'est quelque chose que vous regretterez. Bien sûr, j'ai des amis en plus qui ont fait les jeux dans d'autres sports. Et quand ils me racontent un peu ce qu'ils vivent, c'est vrai que j'aurais bien aimé représenter mon pays aux Jeux Olympiques. Bon, malheureusement, ça ne se fera pas dans ma génération et j'espère qu'un jour ça le fera. On en a besoin pour, comme on a pu en parler, pour booster notre sport. Vous connaissez le Graal ultime, malgré tout ? Le Graal ultime, est-ce que Graal vous le connaissez ? ultime, C'est participer à notre quiz de fin d'émission. Eh oui, dans Club Sport en France, Grégory, et vous allez représenter qui vous-même ? C'est encore mieux. Rattrape. Bon, je ne dis pas que ça vous ferait troquer une médaille d'or olympique, mais d'avoir 4 points au quiz de Club Sport en France, ce serait inédit, sachez-le. On va tester votre culture à chacune, à chacun. Non, Mélissa, ne regardez pas mes fiches, s'il vous plaît. Je vous trouve très curieuse. Avec 4 questions, ce ne sont pas des questions de rapidité. Chacune, vous pouvez effectuer une proposition. Et puis, le gagnant repartira avec, évidemment, toute la gratitude. Non, il n'y a pas de question de rapidité, Grégory. Vous aurez le temps de donner votre réponse. La gratitude de nos téléspectateurs est donc à gagner. Première question, la hauteur du tin. 430 mm, 440 mm, 450 mm. 19 pouces et 17 C'est pouces. ce que j'allais dire. Ah oui, non, mais attendez, mais on est dans un système métrique ou pas en France, messieurs, dames ? 17 pouces, il faut multiplier par... Ouais, non, mais, en pro ou en amateur, c'est ça le problème. En pro. On s'adresse à vous. 17, Donc 17. C'est 17 pouces. Attends, les propositions, on répète s'il vous plaît. 430 mm, 440 mm, 450, 430, 43, c'est mort. 44, 45 cm. 430, c'est mort. 17 pouces, ça fait quoi ça 450, on le tente 450. Non, moi je dis 440. Je dirais 440 aussi. Bruce, 450. 450. Ça a gagné. Grégory, 430, on a tout couvert comme ça. Allez, 430 on va dire. c'est Grégory. 430 mm, On dit ça. Bravo. Merci. 17 pouces. En confiance, 40. il était. Ouais, plus, en confiance. très Quelle précis. nation a remporté le plus de titres individuels au championnat du monde, hommes et femmes confondus ? Ah oui, l'Égypte, là. Hommes et femmes confondus et toute époque confondue. Ah, Angleterre. L'Angleterre. Ouais, bah oui, L'Angleterre. l'Angleterre. L'Australie, Ah bon 21. Non, mais c'est pas possible. 8 chez les hommes, 13 chez les femmes. Depuis, ah oui. ouais. Ah, mais avec Fitzgerald à l'époque. Eh oui, Ouais, Sarah bien Fitzgerald, joué. Eh oui, ouais, un peu tard, Mélissa, dommage. C'est vrai, c'est vrai. Exactement, l'Australie, personne n'a bon. Combien de titres de champion d'Europe a remporté Grégory Gauthier ? 9. Individuel ou par équipe Individuel. 9. Est-ce que vous le suivez S'il ne savait pas répondre à J'ai dit cette 9. question, ça aurait été... Ok, donc tout le monde a bon, c'est terrible, Grégory. Hein. Quel est le record de vitesse ? On en a parlé dans cette émission de balles de squash en 280. compétition. 1,6. ouais. Et c'est Cameron Pillet, l'Australien. Ouais. Ah, là, on est pas mal. Oui, mais en termes de rapidité, ça va quand même aller du côté de Bruce. Mais c'est vrai. c'est une très bonne réponse, effectivement, en 2011 à l'US Open. Très bonne réponse. Eh bien, écoutez, il a été rebattu d'ailleurs en test en avril 2015 en test. à quasiment 285 km/h. Mais c'était C'est des tests. C'était un test. Et de fait, il y a un match nul à gauche, hein, je crois. Ouais. Ouais, il me semble également pour la victoire. Bravo. Ouais. Bravo Bruce, bravo Grégory. La rapidité a eu raison. Attends, il y de la- avait une question Exactement. sur Grégory. la Je sais concurrence. pas si C'est vrai, c'est vraiment- un peu biaisé. Je crois que notre chef d'édition, Julien Perronnet, apprécie le palmarès et la personnalité de Grégory Gauthier, mais ça n'engage que moi. Merci en tout cas à vous tous Merci. et à vous tous Merci à d'être venus sur ce plateau. Pierre Do à la réalisation, Julien Perronnet à l'édition donc, et Lucie qui nous accompagnait au son. Merci aussi pour votre savoir-faire. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye.